Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Bienvenue à vous les auditrices et les auditeurs de Sud Radio. Et puis bonjour Frédéric Brindel. Bonjour Judith Belair, bonjour à tous. En cette journée de haute montagne sur le Tour de France, nous prendrons de la hauteur dans les vraies voix. On adore ça, les vraies voix de l'été. C'est votre rendez-vous, notre rendez-vous ensemble pour commenter l'actualité, débattre avec nos vraies voix, mais aussi jouer. Bref, le full service du Parlons Vrai de Sud Radio, c'est tous les jours à 17h, vous le savez. Voici le sommaire du jour que nous sommes fiers de vous présenter. Le grand débat à 17h30 depuis le 7 octobre 2023 et la flambée de violence au Proche-Orient. L'Europe et la France connaissent une recrudescence alarmante des actes antisémites, agressions de rabbins, profanation de lieux de mémoire, tags haineux, insultes. Les chiffres explosent et la peur s'installe dans une partie de la population. Mais il est essentiel de rappeler une vérité fondamentale. Être juif ne signifie pas soutenir le gouvernement israélien ni adhérer à la politique de Benjamin Netanyahou. Alors que le conflit israélo-palestinien s'exporte sur nos territoires, il devient urgent de faire la part des choses, de dénoncer les amalgames et de protéger les principes qui fondent notre République. Liberté de conscience, respect des croyances et refus de toute forme de haine. Depuis le 7 octobre et l'attaque terroriste du Hamas, la riposte d'Israël sur Gaza entraîne une multitude de réactions hostiles aux personnes de confession juive partout en Europe. Le conflit israélo-palestinien se transpose indirectement depuis des années en France, alimenté par la forte représentation des deux communautés. Les fortes tensions interrogent, d'où notre question du jour, vous les auditeurs de Sud Radio. L'antisémitisme est-il devenu ordinaire en Europe? Vous répondez sur le compte X de Sud Radio et au 0826 300 300. Et puis notre coup de projecteur à 18h40 entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025, la France a enregistré plus de décès que de naissances. Selon l'INSEE, une première depuis 1945. Le solde naturel devient ainsi négatif sur 12 mois consécutifs, marquant une rupture majeure dans la dynamique démographique du pays. Les personnes de plus de 65 ans sont aujourd'hui plus nombreuses que ne sont les enfants de moins de 15 ans. Ce basculement démographique inédit dans notre histoire traduit un double phénomène, la baisse continue de la fécondité et l'allongement de la durée de la vie. Même constat, le même constat s'applique à l'ensemble des pays européens qui voient leur population vieillir rapidement. Aurais-je assez d'argent pour offrir un bel avenir à mon enfant? Notre travail nous permettra-t-il d'assurer son éducation? Trouverons-nous un appartement suffisamment grand pour que nos 3 enfants aient une chambre? Difficile de motiver les jeunes générations à faire des enfants. Nous vous posons la question sur le compte X. Les Français doivent-ils ou elles faire plus d'enfants? Vous donnez votre avis sur le compte X et au 0826 300 300. Et nos éditorialistes du jour. Les vraies voix Sud Radio. Nous sommes avec Mathieu Davy. Mathieu Davy, avocat en droit de la presse et de la propriété intellectuelle. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Judith. Bonsoir. Une des révélations de cet été qui s'est imposée au fur et à mesure. Et alors voici sa deuxième apparition dans les vraies voix. Rizlen Selika, journaliste, réalisatrice pour Arnaque de M6 et puis podcasteuse aussi. Ah, c'est pas facile à dire. Bonsoir Rizlen. Bonsoir. Podcasteuse. Oui, voilà, podcasteuse. En fait, j'ai 3 podcasts. Un monde sous influence sur Mali Média, Ça bouillonne et aussi The Rizlen Podcast. Voilà. Très bien. Eh bien, on va les regarder. Ouais. Et puis les écouter surtout. Ah, c'est ça. Bon, ça, il me faut le temps d'évoluer, moi. Vous avez les 5 sens en éveil, ça va? Oui, voilà. Vous savez, quand vous êtes né en 1887... comme vous, c'est ça. Pourtant, toutes les émissions Sud Radio sont en podcast aussi. Évidemment, c'est pour ça. C'est pour ça. J'ai évolué. Allez, 0826 300 300. On file au standard. Aude vous attend. Vous savez, vous pouvez appeler, commenter, passer un coup de gueule, un coup de cœur. On accueille Paul, qui nous appelle de Damazan. C'est dans le Lot-et-Garonne. Bonsoir, Paul. Oui, bonsoir Judith, bienvenue. Bonsoir Frédéric, bonsoir Paul. Bonsoir aux 2 chroniqueurs. Ah oui, ils sont remontés, mais bon, ils ont un petit peu la pression, mais voilà. Bon, vous l'avez pas trop, on espère quand même, Paul. Vous voulez nous parler? La pression, il vaut mieux la boire. Ouais. Ah, pas mal. C'est donc vous qui avez lancé l'idée de la pub, Paul, c'était pour la bière sans alcool. Allez-y, Paul, faites votre blague. Non, je peux pas dire la marque, mais voilà. Vous l'avez cette pub ou vous l'avez pas, Paul? Oui, je l'ai. On a dû vous embêter pendant des années. Paul, Pas mal, oui. Bon, voilà. Ça va, Frédéric Brindel? Il a parlé de pression, je suis désolé. Bon, Paul, vous voulez nous parler d'un sujet assez simple pour vous. Il y a une question qui se pose. Où sont passés les grands hommes d'État en France? Tout à fait. Moi, je suis très inquiet de la médiocrité de la classe politique actuelle. Parce que avant on avait des hommes politiques qui parlaient aux Français, qui prenaient en compte leurs problèmes, qui essayaient d'améliorer le quotidien des gens. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a un vrai décalage. On nous parle de sujets qui nous intéressent pas, quoi. On voit Macron, il fait ses discours, ça intéresse personne. D'ailleurs, il fait des bides complets sur les journaux télévisés parce que ça intéresse pas, quoi. C'est du hors sujet. Ces gens-là sont dans l'entre-soi et aujourd'hui, ils parlent plus au peuple. Et c'est dramatique parce que le peuple aujourd'hui, il se sent trahi, pas écouté.
Donc ça va créer des tensions. On voit cet appel du 10 septembre là pour bloquer la France. On voit qu'il y a quand même beaucoup de ressentiments qui montent. Les gens sont remontés les uns contre les autres. C'est pas bon du tout, quoi. Moi j'ai peur que la France aujourd'hui, ça explose, alors que c'est pas le but du tout. Un homme politique, il est là pour améliorer la vie des autres. Si c'est pour améliorer que sa vie, prendre le maximum d'argent et autres, ça peut pas le faire, quoi. Et Paul, alors vous semblez globaliser la classe politique, Paul. Alors est-ce que vous avez une idée d'à partir de quel moment, de quelles années, c'est un fonctionnement politique donc que vous fustigez là qui s'est mis en place? Moi, je dirais c'est à partir de 81. L'arrivée de Mitterrand, on a vu qu'il y a ça remonte, Là, ça remonte pas mal. Je suis assez vieux, moi, j'ai 62 ans, donc. Ouais. Non, mais ça. Ouais, vous avez connu Pompidou et Giscard. C'est ce que j'allais dire, Paul. Pour vous, le dernier grand homme d'État, c'est Giscard, en fait, c'est ça? C'est plutôt De Gaulle, parce que Giscard... ça remonte encore plus loin. Khomeini, c'est pas brillant. Je suis désolé, on voit aujourd'hui l'Iran, qu'est-ce que ça a donné. Il y a eu des erreurs. Bon, après, c'est peut-être pas très simple non plus de diriger un pays. Moi, je dirige une exploitation agricole. C'est compliqué. Alors, diriger la France, je pense que c'est compliqué. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que chaque président qui passe, il est moins bon que le précédent, quoi. Et ça, c'est grave. Mathieu Davy, merci beaucoup, Paul. Mathieu Davy, vous pensez qu'il n'y a plus de grands hommes d'État? Disons qu'il y a un paradoxe avec le fait que certes, on avait des hommes d'État entre guillemets formatés, une classe politique formatée, hauts fonctionnaires, énarques, tout dans le même moule jusque dans les années 2000, et justement on a fait rentrer la vie civile dans la politique, notamment ces dernières années, peut-être les dernières législatives, pour justement peut-être ouvrir au peuple le droit d'être représenté plus directement. Donc on peut pas tellement s'en plaindre, et je crois que l'Assemblée nationale aujourd'hui est beaucoup plus plurielle dans la diversité des profils. On n'a plus entre guillemets que des énarques en costume. Alors, est-ce que c'est sous-entendu, homme d'État est un métier et donc est-ce qu'on se plaint aujourd'hui d'avoir rendu plus direct l'accès à la démocratie au peuple? Sous-entendu, la classe politique est moins bonne qu'avant, ce qui veut dire que du coup, il faut revenir et assumer de reprendre les professionnels de la profession, donc les énarques. Mais du coup, on reste dans l'aristocratie de la politique. Alors, il faut choisir. Il faut choisir, Islaine. Oui, moi j'aimerais bien choisir une femme. Moi je trouve en fait ce qui manque, déjà. Je trouve que en termes en fait de personnalité politique qui pourrait incarner aussi un pouvoir, ce serait bien de voir une femme. Je sais pas, depuis Ségolène Royal ou encore Marine Le Pen, le choix reste vraiment réduit. Je parle de Ségolène Royal à l'époque quand elle s'était présentée face à Sarkozy. Mais moi je vois que des hommes en fait, que des hommes, où les femmes toujours réduits à des petits rôles ou toujours nominé par des autres. Présidente de l'Assemblée nationale, première ministre, ça évolue quand même. Mais c'est toujours aussi nominé par des hommes. Voilà, c'est toujours très patriarcal et très masculin. Je vous provoque un petit peu, mais vous êtes quand même partout, mesdames. Non, je plaisante. Heureusement. Heureusement. Non, mais c'est en même temps, la moitié de la population mondiale, j'ai envie de dire. Plus de la moitié. Plus de la moitié. Voilà. Donc, Paul, pour revenir à tout cela. C'est un très bon sujet de Paul, là. Paul, il vous faut des femmes d'État, des grandes femmes d'État maintenant, si on résume ce que dit Rislaine Selika. J'ai pas de souci avec ça. Il faut respecter les femmes, c'est nos mères, c'est nos sœurs. Il faut respecter les femmes. Moi, ma mère, j'ai toujours eu une admiration énorme pour ma maman. Si je suis là, c'est grâce à elle. Et ils ont vécu dans des années très difficiles. Ils ont vécu des années difficiles où il y avait très peu de social, les allocations familiales, les APL, tout ça, ça n'existait pas. Il fallait se débrouiller, il fallait aller gratter, il fallait aller travailler. Et on a été bien éduqués, on a manqué de rien par les sacrifices justement de nos parents, quoi. Donc c'est vrai qu'on doit respecter. Moi, les femmes, j'estime qu'elles ont toute leur place en politique. Et j'espère que si un jour une femme arrive au pouvoir, elle subira un peu moins de misogynie et autres, et qu'on la laissera vraiment. On est bien d'accord, qu'elle ne sera pas targuée d'hystérique. Merci beaucoup, Paul. C'est ce qu'on appelle une belle entrée en matière. Je suis d'accord. Oui. Moi, je suis pour des grandes femmes d'État. Voilà. Vous restez avec nous parce que dans un instant, il y a le Tour de France qui est en train d'arriver. Et puis il y a encore un petit peu de temps. Oui, on a une petite coupure avant. Mais dites-moi, la présidence, ça vous intéresse pas, vous, Judith? Ah non, du tout. Moi, j'ai pas envie d'être screenée, qu'on m'embête et tout. Laissez-moi tranquille. Parce que vous m'auriez donné le ministère des Sports. Non. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et on attend tranquillement le Tour de France qui est en train d'arriver. Et en attendant, c'est l'heure des 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu.
Les vraies voix Sud Radio. C'est pas Jean-Philippe. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Allez, vos 3 mots, Félix. Rendez-vous, dépassement et suicide. Rendez-vous annulé entre Bruno Retailleau et Emmanuel Macron. Le ministre de l'Intérieur l'a appris dans la presse ce matin. Grosse ambiance après ses propos peu amènes sur le macronisme dans la presse. Le jour du dépassement est arrivé. Il intervient de plus en plus tôt. Chaque année, 24 juillet, l'humanité a déjà consommé toutes les ressources que la Terre peut produire et renouveler sur une seule année. Et puis la justice rouvre une enquête sur le suicide de l'ex-épouse de Bertrand Cantat, Christina Radi, en 2010. Décision suite à des témoignages dans un documentaire Netflix consacré au chanteur. Les vraies voix Sud Radio. Il devait s'entretenir avec le chef de l'État aujourd'hui. Bruno Retailleau a finalement été reçu par le Premier ministre François Bayrou. Mieux, le ministre de l'Intérieur a appris ce matin dans la presse ce lapin présidentiel. Rendez-vous annulé après ses propos dans Valeurs Actuelles sur la fin du macronisme. Ni une idéologie, ni un mouvement politique. En même temps synonyme d'impuissance, avait-il dit. Dans ce contexte tendu, le ministre de l'Intérieur s'est exprimé sur son maintien au gouvernement tout à l'heure. La démarche que j'ai faite, que nous avons faite collectivement avec les 6 autres ministres LR d'entrée au gouvernement, qui a été encore une fois une décision non pas individuelle, ça n'a pas été du débauchage, pas du tout. C'était collégial, collectif et réfléchi. Eh bien, cette décision, tant que cette mission que nous nous sommes donnée de stabilisation, de décisions qui sont conformes à l'intérêt national, conforme à des convictions, eh bien, tant que ces décisions iront dans ce sens-là, il n'y a pas de raison que je quitte le gouvernement. Si un jour il y avait un obstacle, pour une raison ou pour une autre, j'en tirerai, bien entendu, les conséquences. Bruno Retailleau tout à l'heure dans le 20e arrondissement de Paris lors de la présentation de son plan anti-mortier. Rizlen Sileka, on est d'accord, il s'amuse un petit peu avec son ministre, le président Macron. Déjà hier, il y a eu un tacle, enfin hier, oui, c'est ça, en Conseil des ministres. Il s'amuse avec lui. La riposte n'est pas gentille. En tous les cas, Bruno Retailleau, je veux dire, il a fait beaucoup de bourdes, si je peux me permettre, d'un point de vue aussi diplomatique avec l'Algérie. Donc je pense qu'il a vraiment mis aussi la France, d'un point de vue au niveau des relations, je dirais diplomatiques, ça les a mis vraiment dans une situation assez complexe. Donc je pense que Bruno Retailleau, il est trop dans la répression. Je trouve qu'il parle pas assez. Il parle qu'à une tranche de la population, mais pas à toute la France. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la France, elle est plurielle et il faut avoir les mots. Et je pense que Macron commence, le président Macron commence à se rendre compte en fait de la situation. En tout cas, ça c'est ma vision personnelle. Et Mathieu Davy, est-ce que c'est pas le ministre qui s'amuse avec le président plutôt ? Je suis assez d'accord. Attention, le Retailleau, c'est un candidat à l'élection présidentielle possible, donc un successeur, un adversaire du camp macroniste. Donc attention, il y a un jeu de chat et chien entre les deux, et d'imposer son style et d'imposer la vision de 2027 qui, pour l'instant, va plutôt dans le sens de Retailleau. Félix Mathieu, votre deuxième mot, c'est dépassement. La Terre a consommé aujourd'hui toutes les ressources que la Terre peut renouveler pour 2025. Oui, l'humanité vit à crédit écologique à partir d'aujourd'hui, selon les calculs de l'ONG Global Footprint Network. Autrement dit, en un peu moins de 7 mois, l'humanité a consommé tout ce que la planète peut produire en un mois. Ce jour du dépassement intervient donc ce jeudi 24 juillet, mais il intervient de plus en plus tôt chaque année, explique Jean Burkhardt, directeur de plaidoyer du WWF France. Quand on a commencé à calculer le jour du dépassement en 1970, le jour du dépassement tombait le 29 décembre. Donc on voit que d'année en année, l'humanité consomme davantage de ressources et aussi la planète produit moins de ressources puisque le changement climatique, les événements climatiques extrêmes que nous connaissons, sécheresse, inondations, feux de forêt, participent à diminuer les ressources disponibles. Les ressources qui sont prises en compte, ça va être le bois, ça va être l'eau, ça va être les sols, mais la ressource la plus importante qui est prise en compte, c'est le carbone, c'est-à-dire notre capacité, la capacité de nos forêts, de nos océans à absorber le carbone. Et évidemment, au bout d'un moment, les forêts, les océans ne peuvent plus absorber le carbone et c'est donc du carbone qui vient s'ajouter à l'atmosphère et donc contribuer au réchauffement climatique. Jean Burkhardt, le directeur de plaidoyer du Fonds mondial pour la nature en France, le WWF, au micro de l'agence France Presse. Le jour du dépassement qui interviendrait d'ailleurs le 19 avril, ce serait encore plus tôt, le 19 avril si toute l'humanité consommait en moyenne comme les Français.
Félix, troisième mot, suicide. Le parquet de Bordeaux rouvre une enquête sur la mort de l'ex-épouse de Bertrand Cantat, Christina Radi. Oui, Christina Radi qui avait été retrouvée pendue chez elle en 2010, 7 ans après le meurtre de Marie Trintignant, pour lequel le chanteur du groupe Noir Désir avait été condamné. Le parquet de Bordeaux annonce donc rouvrir une enquête sur d'éventuels faits de violence volontaire commis par le chanteur sur son ex-épouse avant son suicide. Bonsoir Paul Vinel. Bonsoir Félix Mathieu. Le parquet a pris cette décision suite à des témoignages inédits contenus dans un documentaire Netflix. Décollement du cuir chevelu, des bleus, des hématomes, voilà ce que décrit un infirmier interrogé dans le film de Rockstar à tueur, le cas Cantat, publié sur Netflix en mars dernier. Ça signifie très probablement que Christina Radi a été violemment attrapée ou traînée par les cheveux, selon ce même infirmier. Il dit même avoir consulté par curiosité son dossier aux archives d'un hôpital de la région bordelaise à l'époque où il était encore intérimaire. Autre élément sur lequel va s'appuyer le parquet de Bordeaux, un livre enquête publié en 2013 qui évoquait un message de détresse qu'elle aurait laissé à ses parents. Elle y parlait d'un enfer et d'un cauchemar au quotidien. Le parquet de Bordeaux avait déjà ouvert une enquête suite à des plaintes déposées par l'avocat du dernier compagnon de Christina Radi, Yael Mellul. Elle affirme avoir même de nouveaux témoignages à transmettre au parquet de Bordeaux. Les précisions de Paul Vinel pour Sud Radio. Oui, cette piste du suicide forcé qui a été portée par Yael Mellul, qui se fait vraiment se poser des questions sur les conditions du suicide ou pas d'ailleurs de Christina Radi, Rizlan Selika. Oui, absolument. En tous les cas, moi j'ai regardé la série, une série Netflix qui est vraiment poignante, qui est très bien faite, qui a été réalisée en co-réalisation avec Karine Dufour, qui est une très bonne réalisatrice. Et oui, il y a donc des révélations inédites. Et même, en tant que femme, j'ai trouvé ça mais complètement déstabilisant de se rendre compte en fait que cette personne a pu se produire encore sur scène, et aussi la désinvolture du témoignage en fait de Bertrand Cantat. Donc vraiment j'étais sous le choc, et j'encourage les auditeurs à découvrir cette série. Mathieu Davy, qu'est-ce que vous, en tant qu'avocat... Pour moi, le dossier Cantat, c'est un des dossiers les plus scandaleux du XXIe siècle. 4 ans de prison, pour avoir tué Marie Trintignant, faut quand même le rappeler, et une autre femme est morte. Pour l'avoir massacrée, une autre femme est morte. Et la complaisance des médias, de la classe artistique et autres, le fait que tout ça passe très simplement face aux atrocités qu'il a pu faire manifestement subir à au moins 2 femmes, je trouve que ça donne une image de l'impunité artistique. C'est dû à quoi, vous qui êtes avocat? C'est un très bon défenseur. Attendez, j'avais posé juste une question. Est-ce que c'est bonne défense de l'avocat ou comment vous expliquez? Non, c'est pas du fait de l'avocat qui a très bien fait son travail en défense. C'est du fait d'une omerta sociétale et médiatique qui fait que c'est pas les médias qui prennent la décision. Bertrand Cantat était intouchable d'une certaine manière. Mais on se souvient du passage de Lio chez Thierry Ardisson d'ailleurs. J'ai pensé beaucoup à elle ce matin. J'ai pensé à Lio et je me disais mais quel travail elle a fait. L'impact encore de sa parole chez Ardisson il y a 15 ans. Plus de 15 ans. Aujourd'hui, et si elle n'avait pas, elle, eu le courage de prendre cette parole-là, honnêtement, le courage de Lio, et vu ce qu'elle a pris dans la figure à l'époque, et encore avec le documentaire Netflix, on dit quand même long sur ce dossier. En tout cas, moi, à titre personnel, je suis ravi que l'enquête soit rouverte à Bordeaux. Pour conclure, Rizlan Selika, c'est surtout l'omerta de l'industrie musicale. Pourquoi? Parce que Bertrand Cantat vendait beaucoup d'albums. C'était quelqu'un de bankable. Et c'est pour ça que les gens dans le documentaire, on a tout compris. Producteur. Eh bien, merci Félix Mathieu, merci Paul Vinel pour ces 3 mots très intéressants. Allez, le Tour de France est en train d'arriver, c'est l'œil du Tour de France qui commence. Sud Radio fait son Tour de France en direct. L'étape reine, Judith, aujourd'hui, l'étape reine du Tour de France, la 18e étape, 171 km 500 entre Vif et Courchevel, arrivé au sommet du col de la Lose, 2304 mètres d'altitude. Vincent Barthaud, bonjour, un homme seul en tête dans les derniers mètres. Bonjour Vincent. Oui, un Australien qui va remporter cette 18e étape, Ben O'Connor, le coureur de la Yaoula, un ancien coureur de la G2R, qui a déjà gagné des étapes sur le Tour de France, sur le Giro, sur la Vuelta. Il va récidiver encore aujourd'hui. C'est un coureur vraiment qui mérite de remporter cette étape. Il a lâché son équipier d'échappée, Einer Rubio, le Colombien de la Movistar, à 15 km de l'arrivée. Et il franchit la ligne au même moment ici. Voilà, il gagne. Il est sur les toits du monde. Il est sur les toits du Tour de France. Alors que derrière, Pogačar vient d'attaquer aussi. Il vient de distancer Vingegaard.
ça changera pas grand-chose au classement général, puisqu'il n'y aura peut-être plus qu'une vingtaine de secondes d'écart entre les deux, entre Pogačar et Vingegaard, mais Pogačar confirme que c'est le meilleur coureur du monde sur le Tour de France. Vincent Barthaud, c'est une étape qui a fait des dégâts. Il y avait plus de 5000 mètres de dénivelé, 3 cols hors catégorie. C'est le plus fort dénivelé du 21e siècle dans une étape du Tour de France. Il y a des dégâts, va y avoir du changement. On n'aura pas le classement général tout de suite parce que on refera le point tout à l'heure. Mais Kevin Vauquelin, côté français, a limité la casse. Ah, écoutez, il a limité la casse, il a perdu un petit peu de temps dans le col de la Madeleine, il était relégué à 4-5 minutes de Pogačar et de Vingegaard, mais comme il y a une légère temporisation, il est revenu dans un groupe, le petit Vauquelin, mais malheureusement, il s'est fait relâcher de nouveau dans l'ascension du col de la Lose. Il va perdre, à mon avis, sa 6e place par rapport à Félix Gall qui franchit la ligne au même moment. Et le petit Vauquelin va se retrouver 7e du classement général. Il reste dans le top 10 et puis on verra pour le podium puisque Lipovic a attaqué mais il s'est fait lâcher. On fera le point tout à l'heure. Merci beaucoup Vincent Barthaud. Merci Vincent. Merci. Allez, dans un instant, votre grand débat du jour. Depuis l'attaque du 7 octobre 2023 et l'embrasement du conflit au Moyen-Orient, les actes antisémites se multiplient en France et en Europe. Visons personne, symboles et lieux de mémoire. Pourtant, être juif ne signifie pas soutenir le gouvernement israélien ni adhérer à la politique de Benjamin Netanyahou. Il devient urgent de combattre les amalgames et de défendre les valeurs fondamentales de notre société, respect, discernement et refus de la haine. Le conflit dans la bande de Gaza et ses conséquences pour les populations civiles décuplent les déclarations hostiles à Israël. En conséquence, partout en Europe occidentale, les actes anti-juifs se multiplient là où les pro-palestiniens propagent la haine. Sentez-vous les tensions liées à ce conflit dans votre quotidien? Notre question sur le compte X de Sud Radio. L'antisémitisme est-il devenu ordinaire en Europe? Vous répondez tout de suite. Et vous pouvez nous appeler aussi, vous le savez, au 0826 300 300. Pour en parler, nous sommes avec Nathalie Cohen-Bézerman, qui est vice-présidente du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Bonsoir. Alors Nathalie, une question simple. L'antisémitisme, selon vous, est-il devenu un fait social toléré? C'est devenu un fait social toléré. Nous ne le tolérons pas, mais c'est devenu un fait social, c'est devenu une réalité et c'est devenu effectivement quelque chose qui est insupportable. On est en train de passer un été difficile à cet égard. Merci Nathalie Cohen-Bézerman. Vous restez avec nous dans un instant, c'est le grand débat du jour. On sera avec nos deux vraies voix évidemment. Et puis à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et nous avons donc, on va y arriver, j'en perds mes mots, on a donc une vraie voix sur le plateau, Mathieu Davy qui est avocat en droit de la presse et de la propriété intellectuelle. Ça va, vous allez tenir la barre? Et pour deux, j'y vais. Voilà. Allez, 0826 300 300 si vous voulez réagir à ce que vous entendez à l'antenne, passer un coup de gueule, mais pas trop fort. Ou un coup de gueule, ou un coup de cœur. C'est-à-dire qu'on puisse se parler, voilà, c'est juste ça, qu'on puisse se parler. Et échanger. Voilà. Vous le faites bien évidemment, vous le savez, c'est la parole libre sur Sud Radio, pas de censure. Allez, on part au standard et accueillir Pierre qui nous appelle de Montex, c'est dans le Tarn-et-Garonne. Bonsoir Pierre. Bonsoir Pierre. Oui, bonsoir à tous. Alors moi, Pierre, vous voulez nous parler de la manifestation du 10 septembre, vous? Parce qu'a priori, vous allez peut-être y participer ou pas, si vous arrivez à monter, en tout cas, sur Paris. Hein. Ah non, sur Paris, non. Non. Mais sur Toulouse, oui, parce que il est prévu des manifs sur Toulouse. Et sur Montauban aussi, hein, c'est ça. Ouais. Mais sur Toulouse, oui. Donc, c'est pour manifester pour les jours fériés. Et puis les 10% qu'on nous enlève sur les retraites, l'année blanche et tout ce qui s'ensuit. C'est quand même scandaleux. Est-ce qu'ils vont baisser de 10% les ministres, les députés, les sénateurs sur leurs prestations? Je ne pense pas. Alors, pour rappel, il y a un mouvement qui s'organise effectivement le 10 septembre. Il y a un collectif d'environ 20 personnes qui s'appelle Mobilisation 10 septembre, qui se dit apolitique, qui a lancé un blog et un compte sur X où il appelle à un blocage total du pays à partir du 10 septembre parce que c'est la rentrée en fait, hein, c'est ça. Oui, c'est ça. Et je serai sur Toulouse le 10 septembre parce que, bon, il y en a marre, quoi. Il y en a marre que en plus, ils nous prévoient une année blanche. Et vous savez, les jours fériés, bon, moi je suis retraité, mais quand je travaillais, on était bien content d'avoir les jours fériés, et je me demande, comment ils vont faire les boulangers, les maçons, là, il va falloir qu'ils travaillent gratuitement, alors qu'ils se lèvent à 4 heures du matin, ou ils finissent tard le soir pour les maçons et tous les corps de métier pénibles.
Non, mais c'est scandaleux. Est-ce que vous avez déjà parlé avec des amis, parce qu'on parle de ce 10 septembre, est-ce que c'est déjà assez organisé ou pour l'instant ça reste sur quelques échanges formels que vous avez? Bon, on en parle, c'est des échanges entre nous, mais il est vrai que petit à petit, on va se mobiliser pour pouvoir justement descendre sur Toulouse. S'il y a sur Montauban, nous irons sur Montauban, mais la priorité c'est Toulouse parce que Montauban ne s'est pas affiché encore. Mais sur Toulouse, il y a la manif et nous comptons y aller. Oui. Mathieu Davy, on entend l'exaspération globale en France en ce moment et surtout des gens que Alexandre Jardin a surnommé les gueux, c'est-à-dire les gens qui sont considérés comme tels, en tout cas selon lui, par le reste de la société. Attendez, excusez-moi Pierre, je parle à Mathieu Davy. Oui, je vous en prie. Il n'y a pas de problème. Et vous allez pouvoir réagir ensuite. Et donc cette manifestation du 10 septembre, on la comprend. En même temps, on se dit que c'est vrai que ça tombe à la rentrée et que ça a bloqué le pays à ce moment-là alors qu'on est dans une passe économique compliquée, c'est pas forcément la bonne idée, même pour ce collectif-là. C'est vrai, mais bon, il faut quand même les entendre. C'est quand même une France un peu sous-classée ou maltraitée et qui est tellement essentielle et tellement notre France et notre colonne vertébrale. Alors c'est jamais un bon moment pour manifester et peut-être gêner le reste des Français, mais franchement, ils sont pas dans l'abus de manifestation, ces gens-là, je peux vous dire. Ouais. Et on peut les écouter une fois de temps en temps à la rentrée et leur laisser une place pour s'exprimer. Est-ce que Pierre, ça ressemble un peu aux Gilets jaunes dans l'idée? Est-ce que vous le sentez comme ça? Oui. Si ce mouvement s'amplifie, eh bien, ce sera comme les Gilets jaunes. Moi, j'étais au rond-point sur Montèche et Montauban quand il y a eu en 2018 les Gilets jaunes et j'y étais. Et je recommencerai là. Donc, vous avez l'intention de participer aussi, par exemple, au blocage de raffineries ou aux actions un petit peu plus corsées que prévoit ce rassemblement? Oui. Il y a sur Toulouse, avenue des États-Unis, il y a des raffineries et s'il faut que l'on soit là, on bloquera. Alors c'est vrai, c'est embêtant pour ceux qui travaillent. Bon, moi je suis retraité, mais quand je travaillais, je faisais la même chose, je manifestais aussi. Mais là, il y a de l'abus, quoi. C'est abusé. Merci beaucoup. Merci, le message, c'est peut-être aussi parti de là, on ne sait jamais, puisque Pierre, vous avez lancé le message et vous nous avez confirmé que finalement, c'était déjà un peu structuré. On suivra, bien sûr, sur Sud Radio. Merci, 0826 300 300, vous savez, vous pouvez le faire comme Pierre, répondre, nous appeler, dire ce que vous avez envie de dire sur l'antenne de Sud Radio, sans censure, je le reprécise. Pierre, vous nous appeliez de Montec, dans le Tarn-et-Garonne. Merci d'avoir participé. Restez avec nous dans un instant, c'est l'info en plus de Félix Mathieu avec un invité, je ne vous dis que ça, c'est pas n'importe lequel. Prestigieux. À tout de suite. Ouais. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. 18h15, c'est l'heure de l'info en plus de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Félix, 400 chefs cuisiniers et restaurateurs signent une tribune contre la loi du plomb dans le monde. Nous, restaurateurs, faisons ce métier pour nourrir, pas pour empoisonner. C'est le titre, de cette tribune où l'on peut lire, je cite, « Nous sommes inquiets de la hausse effrayante des cancers, inquiets de la qualité des produits que nous servons, qui ne semblent que se détériorer, ces derniers contenant toujours plus de résidus de pesticides. » 400 chefs cuisiniers qui ajoutent, dans le monde, « En tant que partenaire direct, nous avons bien conscience des difficultés que rencontrent les producteurs français au quotidien. Beaucoup, disent ces chefs cuisiniers, beaucoup de ces producteurs sont enfermés dans un système à bout de souffle qui leur demande de produire plus et à bas prix. » Alors pour en parler, nous sommes avec justement un grand chef cuisinier, direction la Haute-Savoie. Bonsoir Marc Vera. Et oui, on l'a annoncé, il est là. Et on voit votre chapeau en vision aussi. Merci Marc d'être là. Bonsoir cher Marc. Voulez-vous, n'oubliez pas que je suis paysan avant d'être cuisinier. Eh ben justement, vous allez pouvoir nous en parler. C'est important vu ce dont on parle. Voilà. Vous venez de signer, je crois, la pétition sur le site de l'Assemblée nationale contre cette loi du plomb. J'imagine que vous êtes plutôt raccord avec cette tribune de chefs cuisiniers dans le monde. Qu'est-ce qui vous inquiète dans ce texte ? Je suis effectivement plus que raccord. Vous savez, j'ai envoyé un petit mot. Vous savez, la santé est naturellement dans l'assiette. C'est quand même essentiel. Je sais pas ce qui se passe. Écoutez, ils nous ont fait le coup du glyphosate. On continue avec un pesticide. Il y avait déjà, souvenez-vous, et là, on ne s'en souvient pas très bien, il y avait la vigne bleue, il y a quelques années.
Ah non, on s'en souvient pas, effectivement. Eh oui, vous savez, c'est intéressant. Hein. C'est M. Jospin qui abolit tout ça. Et il a bien fait, il a fait un bon travail. Non, mais ce que je voulais simplement dire, c'est que, vous savez, la source de vie de chacun, si vous êtes là devant les micros, si moi je suis encore là, c'est grâce à la nourriture. Bien sûr. On est conscient de ça. C'est prioritaire. Et puis, je veux dire, la nourriture, c'est la France, c'est la table, c'est nos agriculteurs, c'est nos producteurs, c'est la richesse de la France. Mais qu'est-ce qu'on veut? On veut détruire tout ça. Et puis écoutez, en plus, au niveau de l'écologie, c'est monstrueux, quoi. La destruction des abeilles, il y va. L'argument des partisans de cette loi du plomb, c'est de dire que pour nourrir tout le monde et produire en quantité, ça peut pas être que du 100% bio. C'est finalement ça qu'ils vont vous rétorquer. Eh bien, je crois qu'ils n'ont pas totalement raison. Vous savez pourquoi? Parce que on a industrialisé le système de la nourriture, des produits, et vous savez que le déchet de ces productions, vous savez combien c'est? C'est 33%. Vous vous rendez compte? 33% de gaspillage. Et si on commençait par ça? Et Marc si on achetait... Oui. Il y a aussi ceux qui vous contrediraient, qui diraient que dans la totalité de l'Europe, en fait, les agriculteurs peuvent se servir du glyphosate, qui a été interdit, pour rappel, en France en 2018, qu'il est remis dans la sauce, mais que jusqu'en 2030. Là, c'est l'acétamipride. Pardon, l'acétamine, excusez-moi, oui, voilà. Que c'est que jusqu'en 2030, le temps de trouver d'autres solutions, en fait, pour pouvoir se servir de produits plus naturels, et que si on le fait pas, en fait, on va continuer à importer d'autres pays qui utilisent eux des pesticides bien plus forts et qui n'ont pas les mêmes normes que vous, et que finalement c'est le serpent qui se mord la queue. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre? La première chose, c'est que, à mon avis, achetons français. Bon, ah oui. Bah oui. Des produits de proximité, achetons français, consommons moins, consommons mieux. Et puis, ma foi, si la recherche nous dit effectivement, qu'il pose le carnet sur table en disant, voilà, on a fait des progrès, on a trouvé des produits biologiques pour remplacer cette espèce de saloperie qu'ils sont en train de nous mettre dans la terre, eh bien, on est partant. Mais je voulais vous dire aussi autre chose. Est-ce que ça profite pas au capital, toute cette histoire, aux plus riches? Est-ce que ça profite pas, vous allez dire, je vais pas me faire des amis, mais est-ce que ça ne profite pas un certain syndicat agricole, mais qui est monstrueux, vous voyez, qui représente la richesse? Hein, les faiseurs de betteraves, les céréaliers, et quelles subventions ils ont, les petits paysans? Venez voir un petit peu autour de chez moi. Moi, j'ai mon beau-frère, j'ai ma famille. Tout le monde est paysan. On est au vif du sujet, au fait du sujet. Ouais, il y a différents aujourd'hui, il y a différents paysans, et effectivement certains sont dans des situations qui les étranglent, et d'autres sont dans des situations très 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 avantageuses économiquement. Voilà. Réaction de notre vraie voix, hein, Marc Vera, puisque nous avons Mathieu Davy qui était très heureux de vous voir. D'ailleurs, Mathieu a dit le boss. Hein. Alors le GOAT. Le GOAT. Pas la chèvre, hein. Le greatest of all time. Greatest of all time, ouais. Bien sûr. Il y a l'histoire que les auditeurs de Sud Radio nous ont déjà évoquée quand même. Oui, la bonne bouffe, mais c'est le coût de la bouffe aussi. Mais le circuit court, bon sang, Frédéric, le circuit court. Moi, je vis au fin fond de la Bretagne, dans mon Morbihan. On a tout autour de nous, des petits producteurs. On peut aller les chercher, les paniers à la ferme où on veut. Ils viennent même à nous. Il faut savoir que partout en France, peut-être à part les grandes villes bien sûr, et encore on peut se faire livrer dans les grandes villes, hein, mais partout en France vous avez des agriculteurs à côté de chez vous, et il faut privilégier le circuit court, et vous mangerez peut-être aussi bien que Monsieur Vera dans votre assiette. Oui, Marc Vera, allez-y, répondez. Oui. Mais il a, écoutez, c'est très judicieux, il a tout à fait raison. Merci. Là, je l'approuve à 100%. Mais je vais vous donner un exemple tout simple. Moi, j'ai des copains qui sont paysans, ouvriers. J'ai beaucoup de copains ouvriers qui n'ont pas de gros moyens. Et ils viennent manger chez moi. Je les invite, parce qu'ils n'ont pas les moyens de venir chez moi. Et on parle de nourriture. Et j'ai un jeune homme dont son père est boucher dans un petit pays ici à côté. Et il me disait, mais c'est fou, chef. Ils vendent le rhum steak
6 € moins cher qu'à Intermarché. Ils font tous la queue avec leur caddie là-bas. Pourquoi ils n'ont pas là-bas? Eh bien, ces gens-là, ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens de communiquer. Il faut qu'on les aide, ces gens-là. Marc Vera, vous êtes d'accord qu'en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on peut manger, par exemple, moins de viande, mais mieux, puisque si on en achète une fois par semaine, par exemple, chez son boucher, on mangera de la bien meilleure viande que si on va en grande surface en manger tous les jours. Hein, c'est ça que vous nous expliquez aussi. Tout à fait. Et ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que la bonne nourriture coûte cher. Allez vers les producteurs. Alors effectivement, vous savez, tous les couples travaillent aujourd'hui. Hein. On n'a pas le temps d'acheter de producteurs, on n'a pas le temps. C'est plus facile de prendre un caddie et de tout acheter. Parce que faut acheter la lessive en même temps que le carré d'agneau. Hein. C'est vrai. Très juste. Et vous êtes d'accord, et le papier toilette, hein. On met tout dans le caddie. Hein. Ouais. Moi, je pense qu'on ne doit pas tout mettre dans le caddie. Voilà, je veux bien qu'on mette ces produits de... Faut aller voir les artisans, quoi. Hein, c'est ça que vous dites. Mais attendez, moi je suis fou furieux d'entendre des choses pareilles. Ce n'est pas possible que des gens qui nous gouvernent ne prennent pas en part la santé publique. Vous savez que moi j'ai des propres amis dont les gosses, mais vous vous rendez compte que les gosses ont des cancers, le père a un cancer, quand vous regardez quand il est sur son tracteur, on dirait qu'il monte dans la lune. Ouais. Cendrier et tout. Et on veut nous faire croire que... Non mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on veut nous faire croire là? En tout cas, allez, pour se quitter, avant de se quitter, Marc, racontez-nous un petit plat comme ça, juste pour qu'on se fasse plaisir, qu'on se détende un peu sur l'antenne de Sud Radio. Vous savez quel est mon meilleur petit plat? Allez-y. On note. Mon cœur, je vais vous expliquer. Vous savez, ça va rejoindre un petit peu ça va donner un petit peu dans l'émission. Ouais. Vous savez, fils de paysan, famille de paysans, moi-même paysan. Moi, j'ai appris la cuisine sur les bouquins, hein. Ouais. Mais j'ai bien les pieds dans la terre. Et je vais vous expliquer mon plus beau repas. Allez-y. Le plus beau repas de ma vie. C'est mon grand-père qui m'emmenait à l'école à 5 km. Ouais. J'avais 6 ans. Il n'y avait pas de ramassage scolaire. On prenait le temps de regarder la nature. Et mon grand-père venait me chercher avec son chapeau. Et sur ce chapeau, qu'est-ce qu'il y avait de posé? Eh bien, les fraises des bois, une fois. Quel joli souvenir. C'était ma récompense, c'était le plus beau repas de ma vie. Merci beaucoup, Marc Vera. Merci, Marc Vera. Merci, Félix Mathieu. On vous aime, Marc Vera. Vous êtes grand chef cuisinier en Haute-Savoie. Merci pour votre témoignage aujourd'hui. Allez, 18h25, on va retourner un petit peu quand même du côté du Tour de France. Frédéric Brindel, c'est l'œil du Tour de France. Sud Radio fait son Tour de France en direct. Et c'était l'étape reine du Tour de France aujourd'hui, la 18e étape, 171 km 500 entre Vif et Courchevel. Arrivé au sommet, au col de la Lose, à 2304 mètres d'altitude. 3 cols hors catégorie. C'était beaucoup, Pascal Chanteur. Certains ont même dit que les organisateurs avaient quand même offert un plat indigeste aux cyclistes. Écoutez, c'est un petit peu le lot de chaque fin de Tour de France. La dernière semaine est rapidement indigeste parce que les coureurs sont à bout et l'état de fatigue étant, immédiatement dès que ça monte, ça devient terriblement dur. Bon, alors c'était une étape où beaucoup ont pris des risques et l'ont payé très cher. C'est Ben O'Connor, l'Australien, qui était un petit peu retardé au classement général, un ancien 4e du Tour de France, qui s'est imposé. Et puis après, dans l'ordre, Pogačar, Vingegaard, Onley et peut-être, à travers ces 3 hommes, le podium aux Champs-Élysées ou pas? Écoutez, moi, on verra bien. Mais une chose est sûre, c'est que Ben O'Connor a fait une très très belle course. Il a su gérer comme il fallait. Le manque de stratégie et la mauvaise stratégie de la Visma. Parce que c'est clair que la Visma s'est trouée sur tout le long de l'étape, même si à un moment donné certains pouvaient penser qu'ils étaient en force pour déstabiliser et tenter de déstabiliser Pogačar. Moi j'ai vu un Pogačar sûr de son fait, tout à fait à l'aise, jamais mis en difficulté et la finalité c'est qu'il reprend encore un petit peu de temps sans jamais avoir voulu attaquer.
Et puis après, eh bien l'équipe Bora. L'équipe Bora, c'est totalement Alors troué. donc ça, c'est celle de Lipovic, qui était 3e, qui l'est toujours, mais qui a perdu énormément de temps, et celle de Roglic, vainqueur de 5 grands tours. Ils ont attaqué, ils ont perdu aujourd'hui. Exactement, Frédéric, c'est la conclusion qu'on peut avoir aujourd'hui. Certains attaquants se sont trouvés fort démunis dans la dernière ascension du col de la Lose. Et notre Kevin Vauquelin national perd une place au classement général, mais il reste dans le top 10, il est 7e. Merci, allez-y Pascal, rapidement. Il a fait une étape fantastique, il a su gérer de bout en bout, et surtout dans le final, dans le col de la Lose, notre Français a été à la hauteur de ce que l'on attendait de lui. Merci. Merci Pascal, merci Frédéric. Allez, votre voix compte sur Sud Radio. Sans censure, vous restez à l'écoute avec nous. Je vais la faire toute la soirée, celle-là. Allez, dans un instant, c'est le retour de l'antenne avec le tour de table des vraies voix, parce qu'on a récupéré une vraie voix dans l'histoire. Quelle vraie voix! Celle qu'on aime et qu'on connaît, Aude Amadou, ancienne députée sportive de niveau. Aude, on est content de vous voir. Allez, restez avec nous, à tout de suite. À tout de suite. Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Eh bien, il y a des émissions dont on se souviendra, parce que tout ne s'est pas passé de la manière avec laquelle on imaginait que ça se passerait. Mon blind test non, vous avez gagné en blind test, Mathieu Davy. Alors, nos deux vraies voix sont désormais Mathieu Davy, avocat en droit de la presse et de la propriété intellectuelle. Toujours là. Qui, pour l'instant, très à l'aise en musique, mais sur plein d'autres sujets. Et puis, nous accueillons, alors, vous savez, en sport, on dit Substitution for France. Le numéro 8 entre. Il s'agit d'Aude Amadou, ancienne députée et ancienne sportive de haut niveau, qui nous rejoint. C'est une habituée des vraies voix, et elle arrive en soutien, parce que maintenant, Judith, nous en sommes à... Autour de table des vraies voix. Allez, c'est parti. Je pense pas que 2 trous du cul soient plus efficaces qu'un seul. Vous avez raison, c'est exactement ce que je pense. Le tour de table de l'actualité. Bah moi aussi je pense ça, tiens. Allez Mathieu Davy, votre sujet c'est Loïs Boisson, qui a été première victime du goût des Français pour l'échec. Bon, il y a un jeu de mots déjà. Boisson, c'est son nom, et voilà, bien vu. Merci de l'avoir remarqué, Fred. Non mais enfin. Non mais je dis ça pour ceux qui ne suivent pas l'actualité sportive. Allons-y. Non mais moi je peux pas supporter qu'on se plaigne de soi-disant ne pas avoir des grands champions de tennis, soi-disant qu'on n'a pas gagné de grand chelem depuis des décennies, etc. Et quand on a une toute jeune championne qui quand même était 500e mondiale et qui arrive en demi-finale de Roland-Garros, demi-finale, c'est pas arrivé depuis très longtemps, et que juste derrière, par l'ultra-médiatisation, elle se retrouve à être bâchée à sa moindre sortie sur les cours, à être cyberharcelée par des parieurs débiles qui l'insultent, qui la calomnient, et surtout les médias qui la font trébucher dès qu'elle passe pas le premier tour d'un tournoi. À Wimbledon, en l'occurrence. Manque de peau pour eux, elle vient de gagner un tournoi ATP 250. En Allemagne. Donc cette jeune sportive, en 3 tournois, elle fait demi-finale à Roland-Garros et elle gagne un tournoi ATP. J'ai envie de vous dire, c'est insupportable. Et je me pose la question de savoir si déjà on n'a pas une culture de l'humiliation de nos sportifs et qui va donc les introvertir. Et en plus, quand elles sont françaises, parce qu'il y a quelque chose de totalement, à mon sens, injuste, c'est qu'on dit que personne n'a gagné de tournoi du Grand Chelem depuis Nick Noah. C'est complètement faux. Il y a Marie Pierce. Pardon, Marie Pierce a gagné. Ouais. Pardon, Mauresmo, 2 tournois du Grand Chelem. Oui. Et Bartoli, Wimbledon en 2013, Marion. Donc, je trouve que cette pauvre athlète française, qui est une championne, est maltraitée déjà parce qu'en France, on maltraite nos champions, et aussi peut-être parce que c'est une femme. Et j'aimerais bien savoir ce qu'en pense notre députée. Eh oui, Aude Amadou, notre ancienne députée. Alors bon, en plus, ça tombe bien, finalement, qu'elle arrive sur ce sujet. Aude Amadou, il y a aussi ce qu'a évoqué Mathieu, la pression, le cyberharcèlement, les paris aussi, tout cela. Ça, c'est aujourd'hui une vraie problématique de santé mentale chez les sportifs, Aude Amadou. Alors moi déjà, je voudrais commencer parce que j'ai découvert Loïs Boisson et en fait je l'adore. Moi je suis devenue fan et pour le coup c'est vrai qu'elle a été vraiment bâchée. La culture de l'échec, je pense que c'est pas que dans le sport en fait qu'on l'aime en France. On n'aime pas les gens qui réussissent tout court. Et c'est vrai que bon, c'est un enjeu de santé mentale, oui et non, parce qu'on y est préparé. Ça fait partie de cette école de la vie qui est le sport, qui nous apprend à gérer le stress, à gérer plein de choses. Et sur certains sportifs, ça a l'effet inverse. C'est-à-dire que plus vous allez les bâcher, et plus forts ils vont être. Donc moi je pense que il faut surtout l'encourager.
Mais moi j'ai un vrai sujet sur l'échec. Je reviens à ce que disait Mathieu. Je pense qu'en France on a un vrai problème avec les gens qui réussissent tout court et pas que nos sportifs. Ouais. Alors on est en plein Tour de France par exemple. Bon, il y avait Anquetil Poulidor, c'était le duo des années 60. La France avait pris fait et cause pour Poupou, qui est un immense champion, mais qui n'a jamais gagné le Tour de France, contrairement à Anquetil qui en avait gagné 5, Mathieu. Bien sûr, mais c'était une forme de champion quand même, Poulidor. Bien sûr. À son niveau. Être numéro 2, c'est pas être numéro 15. Mais on préfère le numéro 2 au numéro 1 en général. Oui, et on a eu des champions en cyclisme qui n'étaient pas forcément toujours les numéros 1. On en a eu encore récemment. Ouais. Donc là-dessus, dans le cyclisme, on est d'accord. Mais dans le tennis, j'y reviens, on a un vrai problème. En Serbie, Djokovic, c'est un dieu vivant. Federer en Suisse, avant même qu'il soit numéro 1 mondial, on l'appelait Sérénissime Federer. Nous, quand on a un champion de tennis, on le bâche. C'est vrai, mais au Damadou, il y a aussi il y a un paramètre important quand même, c'est que Loïs Boisson est une femme. Et que quand on est une athlète féminine, on s'en prend 3 fois plus dans la tête que quand on est un athlète masculin a priori. Bah moi je rejoins, on peut prendre Surya Bonali, on peut prendre plein d'exemples, a été cité les champions de tennis, Amélie Mauresmo, enfin oui, il y a un vrai sujet. Alors vous savez, quand on est dans le sport, moi qui ai fait du handball, c'est vrai que on a toujours été défendu. C'est vrai qu'on avait une fédération qui considérait les hommes comme les femmes. Mais moi, je me suis retrouvé avec des propos limite homophobes dans certaines fédérations où les hommes faisaient du football et les femmes faisaient du football. Alors, Audamadou, puisque vous avez la parole, vous allez la garder. Vous voulez nous parler de la baisse du budget alloué au sport, qui est prévu là. Et d'ailleurs, il y a eu un mouvement qui a été orchestré par le CNOSF et sa présidente, Amélie Oudéa Castéra, qui a officiellement contredit la politique du gouvernement. Alors moi c'est un peu mon coup de gueule, j'en fais pas souvent sur ces tours de table, mais j'ai envie de vous dire le sport encore sacrifié. Je sais ce que m'a apporté le sport et c'est pour ça que je vais aller sur ce coup de gueule, parce que il y a à peine un an on nous parlait d'héritage des Jeux, d'une nation sportive, d'un plan pour la jeunesse, la santé publique. Je peux continuer, égalité des chances, cohésion d'engagement, une concorde superbe. Et puis un an après les Jeux, j'ai envie de vous dire que le sport se voit tailler en pièces sur ce budget 2026. Il me semble de mémoire qu'on est à moins 18. On est vraiment le ministère qui a la plus grosse coupe budgétaire, parce qu'aujourd'hui nos politiques n'ont pas encore compris. Et moi je pensais qu'avec ces Jeux ils allaient comprendre de l'enjeu du sport et de la place du sport dans la société. Et moi ce que je déplore, c'est que le sport devient une véritable variable d'ajustement budgétaire, alors qu'aujourd'hui elle apporte tellement. Et est-ce que ces milliers de bénévoles qui font vivre notre sport, est-ce qu'ils méritent justement d'avoir ces coupes budgétaires? Est-ce que ces enjeux de politique publique sur ces jeunes à qui on reproche d'être toujours devant les écrans, de pas s'intéresser à autre chose, est-ce qu'on doit s'arrêter à une réduction du pas jeune, à la fin des équipements de proximité? Enfin moi franchement je suis vraiment en colère et je rejoins le mouvement sportif parce que j'estime qu'il a raison. Et le sport c'est pas un luxe. Le sport, c'est pas une option, le sport, c'est une nécessité. Mathieu Davy, c'est vrai, quand on pense à cohésion sociale, quand on pense à esprit d'équipe, quand on pense à santé mentale, santé physique, etc., le sport est indéniablement très important. Comment ça se fait qu'il est aussi peu respecté, presque, j'ai envie de dire, Pour moi, en le France. sport, c'est le vaccin d'une société malade. Alors, comment est-ce qu'on peut lutter, entre guillemets, contre ça? Enfin, c'est complètement absurde. On l'a même vécu l'année dernière. On a mis en avant les bienfaits de ce que peut être le sport dans une société et dans sa transmission, dans son éducation, dans sa pédagogie, dans sa cohésion. Et on supprime les budgets, mais ça n'a aucun sens. C'est totalement contre-productif et surréaliste. C'est un sujet de santé publique. Et qui concerne non pas seulement le ministère des Sports, mais plusieurs ministères comme celui de l'économie, de la santé, vous venez d'y faire référence. C'est la raison pour laquelle l'Agence nationale du sport a été créée, pour faire une espèce de synergie et avancer. Bon, malheureusement, ce n'est pas suivi d'un point de vue budgétaire. Merci pour ce tour de table, Audamadou. Vous restez avec nous, évidemment, Mathieu Davy. Aussi, dans un instant, c'est le coup de projecteur des vraies voix. Entre juin 2024 et mai 2025, la France a enregistré plus de décès que de naissances selon l'INSEE, une première depuis 1945. Les plus de 65 ans sont désormais plus nombreux, 21%, que les moins de 15 ans, 17,5%, illustrant un basculement démographique inédit. Ce déséquilibre s'explique par une baisse continue de la natalité et un allongement de la durée de la vie, tendance partagée par l'ensemble des pays européens. Seuls la Suède, Chypre, le Luxembourg, l'Irlande et Malte affichent un nombre de naissances supérieur à celui des décès. Nos sociétés occidentales renoncent aux familles nombreuses. Le président
président Macron s'est bien essayé à lancer un plan de lutte contre l'infertilité. Le problème relève plus du pas vouloir que du pas pouvoir. Les Français doivent-ils faire plus d'enfants? Les Françaises doivent-elles faire plus d'enfants? Vous nous donnez votre avis sur le compte X de Sud Radio. Vous intervenez au 0826 300 300. Et pour en parler, nous sommes avec Jean-Luc Richard, qui est démographe et maître de conférence à l'Université de Rennes. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Alors, question à réponse courte. S'il vous plaît, Jean-Luc, est-ce que ce déclin démographique, il impose de repenser complètement nos politiques natalistes? On peut imaginer qu'il faudrait réfléchir aux incitations nécessaires pour que les gens aient un premier enfant. Parce qu'on a construit nos politiques familiales sur le fait qu'on aidait les gens à en avoir un deuxième ou un troisième. Mais pour en avoir un deuxième et un troisième, sauf exception quand il y a des grossesses multiples, gémellaires ou triplées, il faut inciter les gens d'abord à en avoir un premier. Bien sûr. Merci et restez avec nous, bien évidemment. Vous pouvez donner votre avis, vous le savez, vous les auditrices, les auditeurs, au 0826 300 300. On revient dans un instant pour le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Les vraies voix ce soir, nous avons Aude Amadou, ancienne sportive de haut niveau et ancienne députée. Et puis, nous avons aussi Mathieu Davy, avocat spécialiste en droit de la presse et de la propriété intellectuelle. 18h41, c'est le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025, la France a connu, selon l'INSEE, un excès de décès sur les naissances. Une situation inédite depuis 1945. Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le solde naturel est négatif sur une année entière, signalant un tournant majeur dans l'évolution démographique du pays. Les personnes âgées de plus de 65 ans représentent désormais 21% de la population, contre 17,5% pour les moins de 15 ans. Ce renversement sans précédent reflète deux dynamiques de fond, le recul de la natalité et l'allongement de l'espérance de vie. Une tendance qui touche aussi l'ensemble de l'Europe, confrontée à un vieillissement accéléré de sa population. Moi, jeune, en 2025, je m'interrogerai, AIS, c'est du conditionnel, vous l'avez bien compris. Aurais-je assez d'argent pour offrir un bel avenir à mon enfant? Notre travail nous permettra-t-il d'assurer son éducation? Trouverons-nous un appartement suffisamment grand pour que nos 3 enfants aient chacun leur chambre? C'est bien beau de faire des enfants, alors qu'en ce jour dit de dépassement, la Terre n'a plus assez de ressources, paraît-il, pour nourrir toutes ses bouches. Nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio. Les Français, les Françaises doivent-ils ou elles faire plus d'enfants? Je vous donne la tendance dans un instant. Et nous sommes avec Jean-Luc Richard pour en parler, qui est démographe et maître de conférence à l'Université de Rennes. Alors Jean-Luc, j'ai commencé à vous poser la question tout à l'heure, est-ce qu'il faut qu'on change nos politiques de natalité? Vous, ce que vous avez commencé à nous expliquer, c'est qu'en fait, on devrait déjà changer nos politiques sur les naissances, puisqu'on est aidé à partir du 2e enfant en France et non à partir du 1er. C'est-à-dire que sur le 1er, on se débrouille, quoi. Pendant longtemps, les Français et les Françaises, et puis plus largement les gens qui vivent en France, parce qu'il peut aussi y avoir des étrangers qui vivent en France et qui peuvent constituer des familles, souhaitaient massivement avoir des enfants. On a été un pays d'Europe, on l'est encore quelque part, où les gens ont plutôt envie d'être parents, et la proportion de Français et de Françaises en particulier qui n'avaient pas d'enfants était plus faible et reste plus faible que dans les autres pays. Mais il y a davantage de femmes maintenant qui souhaitent ne pas avoir d'enfants. On est passé de 8 à 12-13% en France, c'est moins marqué qu'ailleurs, mais c'est une tendance. Et puis il y a davantage de femmes qui ne souhaitent en avoir qu'un, mais certaines femmes qui souhaiteraient en avoir un, finalement ne l'ont pas, soit parce qu'elles attendent finalement un peu longtemps avant de trouver les circonstances qui permettent de devenir mère. Il y a un déclin de la fertilité aussi à partir d'un certain âge. D'où le projet, on en parlait tout à l'heure, du président Macron. Et puis il y a des difficultés économiques pour des gens qui renoncent finalement aussi à la parentalité. Donc on peut penser que le système qui marchait autrefois, qui consistait à ne pas donner d'allocation familiale pour la naissance du premier enfant, mais seulement pour le 2e, le 3e, le 4e, il faut sans doute le faire évoluer pour inciter les gens à avoir un premier enfant et les aider à l'avoir. De plus, en mai 2012, il y a eu une réforme des allocations familiales qui a contribué aussi sans doute à faire baisser un peu la fécondité dans les milieux favorisés, puisque vous savez que les familles qui gagnent plus de 6 000 ou plus de 9 000 euros par mois, maintenant ont des allocations diminuées de 50 ou de 75%. Alors, la consultation sur le compte X de Sud Radio, les Français doivent-ils faire plus d'enfants? Vous dites oui à 66%. Bon, sur cette petite consultation, continuez de voter, mais ça montre que on aimerait. On aimerait, ouais. Allez-y. Oui, on aimerait. Maintenant, il faut relativiser, parce que vous l'avez bien expliqué dans le propos introductif,
notre situation là depuis 12 mois où on a davantage de décès que de naissances, ça s'explique aussi parce que la France est un pays où l'espérance de vie est élevée, 86 ans pour les femmes, 80 ans pour les hommes, et que quand on a davantage de personnes âgées dans un pays, à la fin elles finissent toutes par mourir à un moment donné. Et donc c'est la conséquence de cette structure par âge dont vous avez parlé avec plus de 21% de seniors en France. Donc qu'il y ait beaucoup de décès dans un pays où il y a beaucoup de personnes âgées parce qu'on a progressé en espérance de vie, c'est pas ça qui est le plus inquiétant finalement, puisqu'à long terme... Il faudrait juste plus de naissances, quoi, c'est tout. Alors, il faudrait plus de naissances, ou alors, c'est une autre solution, c'est de dire que l'immigration, finalement, compense une insuffisance de naissances. Ce qui est encore le cas. Aujourd'hui, la France reste un pays qui est en croissance démographique. Et même si la fécondité est un peu basse, et actuellement là on a un peu moins de naissances depuis un an que de décès. Et ça on le doit un peu plus aux familles issues de l'immigration ou pas? Un petit peu, mais c'est pas sensible, c'est de l'ordre de 3 à 4% de plus. Mais on reste dans les 2 ou 3 pays d'Europe où on a le plus d'enfants par femme, cependant. Avec l'Irlande, on reste le pays qui a l'indice de fécondité le plus élevé. Et encore aujourd'hui, les femmes des générations du début des années 70, c'est ma génération à peu près, elle continue à avoir à peu près 2 enfants par femme. Aude Amadou, moi je sais pas quel effet ça vous a fait quand Emmanuel Macron il avait appelé à un réarmement démographique clairement axé sur les femmes. C'est qu'à un moment donné j'ai l'impression quand même que l'État vient se mêler de notre vie privée, en l'occurrence, et que c'est souvent les femmes qui sont pointées du doigt. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je suis tout à fait d'accord avec vous, Judith. C'est vrai qu'aujourd'hui, la natalité repose sur une pression qu'on met aux femmes. C'est-à-dire que d'un côté, on leur demande de faire des enfants, je caricature, mais je fais exprès. D'un côté, on leur demande des enfants, mais elles doivent aussi avoir une réussite professionnelle. Allier les deux, c'est toujours compliqué. Et puis, c'est vrai que dans ces évolutions de carrière, c'est toujours privilégié pour les hommes. Après, c'est vrai qu'on est dans une période, et politiquement, moi, ce que je pourrais reprocher à tous ces politiques, puisque j'en ai fait partie, c'est que en fait, sur ces politiques de natalité, en fait, elles doivent être universelles. C'est vrai que ça pose problème avec cette différence entre, on va dire, des populations plus riches et plus aisées. Mais l'erreur qu'on fait souvent, c'est que c'est un investissement, en fait. C'est pas une dépense. Là, aujourd'hui, on est en train de faire des coupes budgétaires de partout. Mais la politique de natalité, pour moi, c'est un investissement sur l'avenir. Il faut le prendre comme tel. Bon, Mathieu Davy, on parle effectivement, bien sûr, des femmes. Il y a aussi les papas. Enfin bref, au bout du compte, les jeunes, est-ce que aujourd'hui, l'avenir qu'on leur propose ne les dissuade pas d'être parents, tout simplement? Alors déjà, on va commencer par dire que l'avenir, c'est déjà le choix. On est en 2025. Est-ce qu'il est possible de décréter que les gens sont libres de leur corps, libres de leur bonheur, libres de leur choix et de choisir d'être parents ou de ne pas l'être? Et je pense beaucoup aux couples. Mettons pas l'homme contre la femme. Je pense aux couples qui décident de ne pas avoir d'enfants. Je peux vous dire qu'il y a encore 20 ans, c'est une infamie. Vous avez votre famille sur le dos, la pression sociale, les amis, et que c'est très dur. Et d'ailleurs, c'est très dur souvent pour les femmes, effectivement, qui vont être un peu montrées du doigt comme des sorcières, alors que l'homme, on va dire, il est carriériste et finalement, il s'occupe de son travail. En 2025, laissons les couples qui ne veulent pas avoir d'enfants ne pas en avoir pour des bonnes raisons, et ceux qui veulent en avoir aussi pour des bonnes raisons. Moi, ce que je crains, c'est pas qu'on baisse ou pas la natalité, c'est qu'on ne fasse pas des enfants pour des bonnes raisons. Qu'on en fasse 7 si on en veut, mais qu'on l'a choisi, qu'on en fasse aucun si on l'a choisi également, et on fera, je pense, des meilleures générations. Jean-Luc Richard, finalement, ce dont on parle actuellement, là, à l'instant présent, c'est l'histoire de la liberté individuelle. Mais c'est pour ça que j'ai parlé aussi du fait que l'immigration, c'est un élément qui contribue à la dynamique démographique. Il vaut mieux être un pays riche et développé qui attire, y compris des touristes, des étudiants, des personnes étrangères qui peuvent apporter des choses dans la société, parfois en occupant des emplois qui sont refusés par les Français. Et regardez, même des gouvernements qui étaient très hostiles à l'immigration et qui se rendent compte que on peut pas imposer aux gens d'avoir des enfants de force, se rendent compte que c'est une solution. Le Japon est confronté à ce problème, qui refuse toute immigration. J'avais été invité au Japon en 2009-2010, justement, parce qu'à l'époque, il y avait un gouvernement japonais, c'était le seul premier dans l'histoire, et je crois que c'était le seul qui avait conscience de ça et qui souhaitait justement relancer un peu à la fois la fécondité, mais aussi l'immigration pour mieux accueillir les Coréens, etc., pour recréer un dynamisme démographique. Mais avec la catastrophe de Fukushima, ça a tout compliqué parce que beaucoup d'étrangers avaient quitté le Japon. Mais donc, il faut pas forcer les gens, effectivement, ce sont des libertés individuelles.
Ce sont des choix qu'on peut faire. Il est évident qu'on ne peut pas compenser un déclin démographique uniquement par l'immigration. Mais on s'inquiète du déclin démographique parce qu'il y a l'histoire des retraites aussi. Des retraites, mais c'est clair que c'est un Mais s'il n'y a pas ce problème des retraites, il n'y a pas de question à se poser. On fait ce qu'on veut, comme disait Mathieu Davy. Il faut réfléchir sur le montant des cotisations. Qui paye les cotisations? Il y a les cotisations salariales, les cotisations patronales. Il peut y avoir des retraites surcomplémentaires. Certains fonctionnaires y cotisent, on le sait bien. Donc il y a différentes solutions qui sont possibles et il faut réfléchir sur le long terme. On n'est pas dans le pays qui est dans la pire des situations, c'est ça qu'il faut se dire. Donc faut pas s'alarmer, mais c'est clair qu'il y a une tendance de fond qui est que il y a davantage de personnes qui conçoivent leur épanouissement personnel sans avoir d'enfants. Mais c'est moins marqué en France que dans d'autres pays, parce qu'on reste un pays où il y a davantage de crèches, d'écoles maternelles. Allez voir en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en Espagne ou en Grèce, la situation est bien pire. Aude Amadou, on entend ce que dit Jean-Luc Richard. Finalement, il y a aussi l'histoire du confort de vie, finalement, puisque avoir un enfant, ça change la vie complètement, et qu'on est dans une période où il y a peut-être d'autres sujets plus importants pour certaines personnes que de faire des enfants, puisqu'on a aussi changé de paradigme social mondialement. Depuis le Covid notamment. C'est vrai qu'avoir un enfant ou quand un enfant rentre dans notre vie, ça change véritablement notre vie. Mais aujourd'hui, moi je fais partie de cette génération. C'est vrai que nos parents, ils s'inquiétaient pas de notre avenir. C'est-à-dire qu'ils savaient que perpétuellement, que on allait avoir un avenir qui allait être meilleur que le leur. Et c'est vrai que là, on est une génération, on se dit, est-ce que mes enfants auront un avenir meilleur que le mien? Et c'est pas le cas. C'est-à-dire, vous l'avez évoqué tout à l'heure, ces difficultés sur le confort, le logement, le coût, l'éducation, voilà. Et moi, je pense qu'effectivement, il faut privilégier cette liberté individuelle, mais donnons-nous les moyens de pouvoir choisir. C'est ça le plus important à mon sens. Bien sûr. Mathieu Davy, on revient quand même sur les problématiques. Le logement, par exemple. Aujourd'hui, un couple qui vit dans une grande ville en général, Paris bien sûr, mais d'autres, avoir plus que 2 enfants, c'est plus la même chose au niveau du loyer, du coût de l'achat, etc., etc. C'est vrai que c'est une contrainte aujourd'hui d'avoir un enfant compte tenu du coût. Alors, donc à l'inverse, sur la question du choix que j'évoquais, il y a un problème de choix et de consentement en fait à l'enfant parce que ça représente des charges qui obère le choix, qui vous oblige finalement à réfléchir à 2 fois si c'est vraiment raisonnable de faire un enfant. Ce qui est dingue, car on ne peut pas raisonner aussi, que ce soit en termes de retraite ou de coût, sur l'importance d'avoir un enfant pour repeupler l'humanité. Mais il est vrai que pour les jeunes urbains, la question de l'enfant se pose en termes de coût, en termes de budget, par la pression immobilière, par la pression de l'inflation, et donc il y a des arbitrages à faire. C'est absolument terrible de le décrire comme ça, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, l'enfant, ça devient plus une projection dans une vie future, avec, on l'imagine pas à 20 ans, on se dit très concrètement comment je vais faire tout de suite. Donc il y a aussi un manque presque de rêve, j'ai envie de dire, Jean-Luc Richard, dans la projection qu'on pouvait avoir avant. Il est clair que le chômage des jeunes, l'allongement des études, la volonté d'une vie plus indépendante, qu'on profite davantage de sa jeunesse en voyageant, en multipliant les relations et les expériences, tout ça, ça contribue à une dynamique. Et donc, il y a une incertitude qui s'ajoute au coût du logement qui augmente. Et aussi, à un certain âge, la peur aussi de constituer une famille. Si on regarde le nombre d'enfants idéal que les gens souhaiteraient avoir. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, pendant longtemps, en France, c'était 2,7. Ouais. On en avait moins parce que les gens en avaient moins. Les gens en avaient moins parce qu'il y a des gens qui en voudraient qui ne réussissent pas à en avoir. Il y a des gens qui auraient souhaité l'avoir avec telle ou telle personne et la vie conjugale fait que ça se passe pas, etc. Donc on était à 2,7. Là, on est tombé à 2,3. Maintenant, si on raisonne par rapport à une dynamique de population stable, simplement, on sait, c'est le fameux 2,1 enfants par femme, on voit que on peut penser l'avenir de la population française comme étant relativement stable si on met en œuvre des politiques qui permettent effectivement, parce que c'est le fond du sujet, que les gens réussissent à avoir le nombre d'enfants globalement qu'ils souhaitent, même si au niveau individuel, il y aura toujours des gens qui auront un enfant de manière un peu imprévue et supplémentaire, et qu'il y aura aussi, hélas, des gens qui n'arriveront pas à les avoir. Mais on peut essayer de faire se rapprocher le nombre observé et le nombre souhaité par les gens. Actuellement, là, on est à 2,3 enfants par femme pour le nombre d'enfants souhaités en moyenne par les gens qui vivent en France. Aude Amadou, on a parlé des couples, des séparations aussi. Donc ça, il y a de plus en plus de divorces, je crois, ne pas dire une contre-vérité, on est bien d'accord. Oui, il y a davantage de séparations conjugales. Oui. Et là, effectivement, ça peut dissuader de se projeter un peu plus. Qu'en pensez-vous, nos 2 vraies voix? Allez, on commence par Aude Amadou.
Non, je crois qu'au départ, on prévoit pas de faire des enfants en se disant qu'on va divorcer. Mais c'est vrai qu'effectivement, si on prend la problématique du logement, quand vous avez de plus en plus de couples et de familles recomposées dans une classe, ça veut dire que l'enfant, il a 2 logements. Donc pour le coup, ça peut être aussi une contrainte, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui Pensez pas que ça fasse peur sur la garde alternée, des questions de garde, etc., ça peut faire peur. Non, parce que je crois aujourd'hui que justement il y a une réelle évolution, c'est-à-dire même du rôle du père par rapport à des couples divorcés, sur ces familles recomposées. Je pense que c'est tombé dans un changement de paradigme, de changement de société où aujourd'hui la famille recomposée n'est pas un tabou. C'est devenu la normalité surtout, ouais. Presque, oui. Mathieu Davy. Moi, je pense qu'il n'y a rien de plus beau que d'avoir un enfant et que ça peut pas être relié à des contraintes. Et il n'y a rien aussi de plus beau que de choisir ce qu'on veut pour soi-même. Et pardon de conclure là-dessus en ce qui me concerne, mais j'ai une pensée pour les couples qui décident de ne pas avoir d'enfants et que j'estime qu'ils doivent être respectés comme tout le monde dans la société. C'est presque courageux que de dire ça et que ce n'est pas contre l'humain ou contre l'enfant lui-même, mais au moins de juste respecter le choix. Je pense que ce sont des gens très responsables, les gens qui ne font pas d'enfants par décision. Ah ben ça, c'est une phrase qu'on aime. Jean-Luc Richard, on va vous laisser le mot de la fin, du coup, de ce débat. Oui, merci. Je crois que les hommes ont une grande responsabilité aussi, d'abord parce qu'ils restent ultra dominants dans le monde politique, dans le monde de la direction des entreprises. Et si on veut faire évoluer les choses pour que les gens aient davantage de satisfaction dans leur vie familiale, c'est en développant des politiques sociales, des politiques qui permettent de concilier pour de nombreuses femmes une activité professionnelle épanouissante et, si elles le veulent, une vie de famille. C'est aussi que les pères s'investissent. Ouais. On sous-estime à la fois le fait qu'aujourd'hui il y a quand même un quart des pères qui s'investissent vraiment quasiment autant que les femmes dans la vie familiale. Mais ça veut dire qu'il y en a, c'est pas le cas pour les 3 quarts. C'est pas le cas pour les 3 quarts. Il y a quand même un quart maintenant qui clairement est très investi. Il y a une étude qui vient de sortir, c'était dans un quotidien il y a 2-3 jours sur le sujet. Donc il y a un progrès, mais ce progrès, il existe dans une frange de la population qui est pas nulle. Un quart, c'est pas rien, mais il reste encore 3 quarts des familles qui, hélas, n'arrivent pas à mettre un mode d'organisation équilibré entre les hommes et les femmes. Merci Jean-Luc Richard d'avoir participé au coup de projecteur des vraies voix. Je rappelle que vous êtes démographe et maître de conférences à l'université de Rennes. Merci Oda Madou, vous êtes ancienne sportive et ancienne députée. Vous nous avez sauvé la mise aujourd'hui, on vous embrasse bien fort. Elle est exceptionnelle. Et puis Mathieu Davy, merci aussi, avocat en droit de la presse et de la propriété intellectuelle. La révélation de ce mois de juillet dans les vraies voix, Mathieu Davy. Alors Judith, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous restez à l'antenne encore 1 heure. Ça tombe bien, c'était pas cool. On vous aime, Judith. Oui, moi aussi, on vous aime, Judith. Dans un instant, les vraies voix de l'innovation spéciale, nouvelle stratégie technologique militaire, notamment les drones. Les drones, parce qu'effectivement, la manière de faire la guerre change et c'est important d'en parler. À tout de suite. À tout de suite.